Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de ce jeudi 9 septembre. La visite ce matin de Sophie Cluzel sur le territoire. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées s'est rendue à l'école des Ménuls et dans le lycée de la Queue-les-Yvelines. Ces deux établissements portent un projet pédagogique sur l'école inclusive. Les candidatures pour le concours Créatrices d'avenir sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Il a pour but d'accompagner et de donner un coup de pouce aux femmes entrepreneurs d'Île-de-France. Dans ce journal, retour d'expérience avec Sophie Fourmeau, lauréate en 2020. Céline Leroux d'Initiative 78 sera également avec nous en plateau pour présenter la 11e édition. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec Camille Lacour, le multiple champion du monde de natation était l'invité d'Yvelines Business Club, le réseau de dirigeants et de décideurs. C'était au golfe de la Boulie à Versailles. Nous avons de développer ces titres, direction Trappes pour débuter ce journal où le 18 août dernier, le Conseil d'État annulait l'élection municipale de 2020. La ville n'a donc plus de maire ni d'élu. Une délégation spéciale a été nommée par le préfet pour s'occuper des affaires courantes dans la commune. Les détails dans ce sujet de Mélanie Poquet et de Bichente Mérien Santisteban. Plus de conseil municipal, mais une mairie toujours dirigée. Depuis l'annulation de l'élection par le Conseil d'État en août, la ville de Trappes est gérée par une délégation spéciale autonome. Une délégation spéciale est composée, pour une commune de moins de 35 000 habitants, de trois membres. Traditionnellement, parce que ça nous arrive assez souvent de nommer des délégations spéciales, nous prenons un ancien élu, ancien maire en général, accompagné de fonctionnaires souvent à la retraite qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités. Pour Trappes, la commission est composée de Michel Ponce, ancien maire de Villennes-sur-Seine, Christian Nicolet, directeur de préfecture à la retraite, et Gilles Croissant, premier vice-président du tribunal judiciaire de Versailles. L'objectif de la délégation spéciale, c'est de faire fonctionner la mairie et les services communaux. Pendant cette période, il y a des mariages qui doivent être prononcés, il y a tout un travail administratif qui doit continuer. On ne peut pas se permettre une interruption, notamment du service public, ce qui serait défavorable évidemment aux administrés. La délégation est aussi chargée de préparer les élections municipales partielles. Les scrutins auront lieu les dimanches 10 et 17 octobre prochains. 5 candidats sont pour le moment déclarés. Dans l'actualité, le baromètre de l'immobilier, publié ce jeudi par nos confrères du Parisien, principal enseignement à retenir en Île-de-France, la grande couronne francilienne attire de plus en plus les acquéreurs après les différents confinements. Dans les Yvelines en un an, les prix ont grimpé de 4,3%, maisons et appartements confondus. Certaines villes enregistrent de fortes hausses, plus 7% pour les maisons à Montesson et les appartements à Verneuil-sur-Seine. En 5 ans, du côté de Chatou, les prix des maisons ont augmenté de 18%. La nouvelle a été officialisée au milieu de l'été. Le multiplex ne verra pas le jour à Maurepas. Un site de 8 salles de cinéma était prévu sur place. Une première pierre avait même été posée symboliquement en novembre 2018, mais la crise sanitaire a fini par enterrer définitivement le projet. Antoine Durand et Patrick Jacques de Dixmude. Le projet, lancé en 2009 aux abords du village de loisirs, ne verra finalement jamais le jour. C'est ce qu'a dévoilé Nout France, le propriétaire du terrain, dans un communiqué début août. Le chantier était déjà à l'arrêt depuis de longs mois en raison de difficultés au niveau des devis. La crise sanitaire a fini d'enterrer le projet. Cette crise sanitaire a affecté tout le secteur culturel, comme on le sait, aussi donc l'activité cinématographique. Et en conjointement entre les deux sociétés, ils ont préféré abandonner ce projet. Le complexe devait être composé de 8 salles et aurait dû accueillir entre 450 000 et 500 000 spectateurs par an. Un véritable manque à gagner pour les commerçants des alentours, mais les différents acteurs du projet ne comptent pas en rester là. Nous sommes encore trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Une chose est sûre, nous savons que Nout France, partenaire, va nous proposer des projets. Nous allons les étudier pour le bien en fin de compte de notre ville, des Maurepasiens et de nos commerçants au village des loisirs. Reste désormais à attendre l'annonce d'un futur projet sur cette parcelle. À suivre dans un instant la visite de Sophie Cluzel, le reportage revenant sur cette visite au Ménuls et à la Queue-les-Yvelines, ce sera à suivre dans ce journal. Mais on va parler d'abord d'entrepreneuriat, avec plus précisément une thématique, l'entrepreneuriat au féminin, qui a son concours. Créatrices d'avenir est lancé pour une 11e édition. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre et à la clé un accompagnement et une dotation pour les lauréates. On en parle avec Céline Leroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable d'Initiative 78, c'est l'antenne départementale d'Initiative Île-de-France qui est à l'origine du concours.
Comment se porte, avant de parler de ce concours, l'entrepreneuriat au féminin en Ile-de-France? Est-ce que la création d'entreprises, les reprises d'entreprises ont pu se poursuivre en 2021 malgré le contexte sanitaire? Oui, tout à fait. La création et la reprise d'entreprise, et plus particulièrement d'ailleurs la reprise d'entreprise, a vraiment continué. Il y a une vraie dynamique là qui est repartie depuis septembre. Voilà, c'est pas forcément féminin. Après, la part féminine continue d'augmenter. On est à peu près à 40% de femmes aujourd'hui qui créent une entreprise. Donc voilà, on est loin des premiers clichés qui pouvaient exister il y a quelques années avec un stéréotype masculin. Et pour les entreprises qui existaient déjà, elles ont pu maintenir leur activité cette année? Tout à fait, oui. Il y a une étude qui a été menée pendant la période du Covid. Et 71% des femmes sont plutôt, pensent pouvoir maintenir leur activité malgré la crise. Elles se sont réinventées, elles ont innové. Elles ont remodelé leur business model pour pouvoir s'adapter à cette crise. Vous dites malgré la crise, parce qu'on imagine bien qu'il y a un vrai impact de cette crise sanitaire qui est devenue ensuite une crise économique. Tout à fait, oui. Il y a certains secteurs qui ont été très touchés, plus particulièrement que d'autres, notamment le transport, la restauration, les loisirs, le sport, qui font partie des secteurs qui ont été fortement touchés. Et du coup, c'est plus compliqué pour ces entreprises-là de passer cette crise. Et Créatrice d'avenir prend encore plus d'importance en ce moment, même si c'est la 11e édition, donc ce concours est aussi présent depuis de nombreuses années. Un coup de pouce peut aider en cette période. C'est quoi déjà les objectifs de Créatrice d'avenir? Je le rappelle, 11e édition cette année de ce concours. Alors les principaux objectifs sont de sensibiliser les femmes à la création d'entreprises, de les valoriser, de montrer que même en tant que femme, on peut créer une entreprise et qu'il n'y a pas de profil type et que c'est pas que des hommes qui peuvent créer une entreprise et qu'on peut créer aussi dans tout secteur confondu. Donc ça permet derrière de mettre en valeur des parcours, de donner envie de la création d'entreprise, de les accompagner, de les aider à aussi apporter des fois des aides financières, notamment par le réseau Initiative qui fait notamment comme activité principale du prêt d'honneur à la création d'entreprise. Donc ça peut être aussi également par le biais du concours de dotations financières et de dotations, on va dire, plus d'accompagnement pratico-pratique. Et vous dites les accompagner, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais la création d'entreprise, c'est un challenge particulier. Pour se lancer dans la création d'entreprise, il vaut mieux être accompagné. C'est quelque chose dont il est difficile de se lancer seul, dans lequel il est difficile de se lancer seul. Tout à fait, oui. La principale chose à faire en création d'entreprise, c'est de se faire accompagner, se faire entourer. Et les chiffres le montrent, une entreprise qui a été accompagnée a beaucoup plus de chances de pérennité qu'une entreprise qui n'a pas été accompagnée. Pour Initiative, une entreprise qui a été même financée par le réseau a 94% de chances d'exister encore après 3 ans, contre 66% en moyenne nationale. Créatrice d'avenir, ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à des femmes qui ont créé leur entreprise ou qui vont créer à la fin de la date du concours, là, qui est du 30 septembre 2021, qui sont majoritaires dans leur structure et qui sont implantées sur la région Île-de-France. Et donc à la clé, je le disais en préambule, il y a un programme d'accompagnement, de financement et aussi de valorisation de ces femmes entrepreneurs. Et déjà, il y a 6 lauréates dans ce concours qui sont nommées dans différentes catégories finalement. Oui, tout à fait. Il y a 5 catégories. Donc il y a la catégorie responsable. Donc là, on est plutôt sur de la responsabilité sociétale, environnementale. Il y a la catégorie audace, des femmes qui entreprennent plutôt dans des milieux habituellement plutôt masculins. On a la partie innovation. Savoir-faire, je crois que je les ai tous dit. Quartier, et quartier, je crois, et quartier, la dernière. Donc là, des femmes issues de quartiers politiques de la ville. Et il y a également le 6e prix, c'est un trophée du public, donc avec un vote qui est mis en place pour élire la lauréate qui aura réussi à lever le plus de monde sur les réseaux sociaux. On reviendra justement sur le calendrier de ce concours. Qu'est-ce qu'elles gagnent justement, ces lauréates ? Alors, il y a des dotations financières. Il y a 30 000 € au total de dotations financières réparties donc, sur les 6 catégories. Également aussi des dotations plus d'accompagnement. Donc ça peut être de l'accompagnement à la création d'entreprise, sur le leadership, sur la communication. Et ça peut être aussi, donc il y a Air France aussi, qui est un des partenaires du concours, qui finance par exemple un vol long courrier, un aller-retour pour aller faire de la prospection commerciale à l'international. Voilà, c'est pour donner quelques petits exemples. Elle justement a été lauréate de Créatrice d'avenir en 2020. Sophie Fourmeau est artisan d'art et fabrique des abat-jours sur mesure. Le concours lui a permis de développer son activité. Elle est installée aujourd'hui à Voisins-le-Bretonneux. Elle revient sur son parcours avec Justine Brasier. Pyramidale, conique, cylindrique ou encore hexagonale, Sophie Fourmeau crée et rénove près de 300 abat-jours par mois. Des créations sur mesure grâce aux quelques 5000 références de papier japonais ou népalais en sa possession. Un client peut venir me voir avec un pied. Et en fonction de la taille du pied et de sa forme, je vais lui proposer différentes formes d'abat-jour. Et ensuite, le client il n'a plus qu'à choisir le papier qui lui convient.
L'abat-jouriste a participé au concours en 2020. Lauréate de la compétition, elle revient sur son parcours. C'était une très bonne expérience parce que du coup, ça permet de mettre à jour son dossier, son business model, son ambition, de mettre tout à plat. Et surtout, après, il y a donc le fameux pitch à faire devant une trentaine de jurys. On a un pitch à faire de 7 minutes et ensuite, il y a 7 minutes de questions. Donc, c'est une expérience que je ne connaissais pas avant, mais j'ai appris à le faire avec Créatrices d'Avenir. Sophie fait toujours partie du réseau Créatrices d'Avenir. Elle souhaitait accroître son entreprise et l'expérience a porté ses fruits. Ça m'a apporté énormément de notoriété, de la crédibilité à mon projet pour trouver des financements et également ça m'a apporté du business. Ça a permis d'avoir une forte augmentation de mon chiffre d'affaires grâce à ce concours. Suite au concours, l'activité de l'abat-jouriste s'est développée. Aujourd'hui, elle est accompagnée d'une apprentie pour le côté commercial, à qui elle transmet les ficelles du métier. Une ligne de bagagerie week-end arrivera en 2022, comprenant sacs et trousses. Et nous l'avions donc rencontrée en décembre dernier lorsqu'elle avait été lauréate de ce concours. On est retourné la voir et on a vu que les choses avaient évolué positivement. Ça veut dire que Créatrices d'Avenir, ça donne un coup de pouce non négligeable à ces entrepreneuses. Oui, tout à fait. Pour parler du cas de Sophie Fourmeau, qu'on a accompagnée donc, au sein de l'initiative Saint-Quentin en Yvelines, ça lui a apporté une vraie notoriété et du business, comme elle a pu le dire, et qui lui a permis de pouvoir évoluer et de transformer son activité. C'est-à-dire qu'elle était artisan d'art, on va dire, toute seule dans son équipe. Et puis maintenant, elle va avoir commencé à gérer une équipe, elle a agrandi ses locaux. Et voilà, elle veut passer de artisan d'art à une petite manufacture d'abat-jour. Justement, depuis la création, quel est le bilan de ce concours ? Combien de femmes ont pu être accompagnées grâce à ce concours ? Alors, on a eu 2600 à peu près projets de personnes qui ont candidaté au concours et on a 6 lauréates par année, donc ça sera la 11e année. Donc pour l'instant, on a 60 lauréates, donc qui fait partie d'ailleurs d'un club, d'un réseau et qui continue d'ailleurs de participer au fur et à mesure de leur évolution d'entreprise au sein du concours. Avec plusieurs histoires, dont celle de Sophie Fourmeau, est-ce que vous avez des belles histoires peut-être qui se sont créées grâce à Créatrices d'Avenir par la suite ? Oui, tout à fait. Nous avons Fatima Atta Khan qui a créé une entreprise de nettoyage en 2013 et le concours lui a apporté un réel business et maintenant d'ailleurs elle rend l'appareil, c'est-à-dire qu'elle fait partie en tant que membre et jury du concours pour donner aussi ses conseils aux futurs entrepreneurs. Donc de belles histoires qui se créent grâce à ce concours. Alors pour terminer, le calendrier, vous l'avez dit, c'est ouvert, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Que se passe-t-il ensuite concrètement ? Alors donc jusqu'au 30 septembre, les candidates peuvent donc postuler donc en ligne sur le site créatricesdavenir.com. Ensuite, il y aura un jury départemental qui va sélectionner 2 finalistes par catégorie. Et ensuite, ces 2 finalistes de tous les départements vont se retrouver sur une finale régionale qui va sélectionner les 15 finalistes. Et les 15 finalistes seront auditionnés. Elles apprendront à pitcher, comme a pu le dire Sophie Fourmeau. Et ensuite, donc, à l'issue de ces 15 finalistes, il y aura un vote du public, donc on a parlé, donc le vote du réseau, qui aura lieu courant novembre. Et il y aura les 5 finalistes de chaque catégorie qui seront élus parmi un jury et devant lequel elles vont pitcher. Donc ça, elles sont désignées par le jury, vous le dites. Il y a une 6e lauréate. Elle est choisie par le public, Tout c'est à ça ? Fait. C'est ça, ouais. Ça s'appelle le trophée du public. Avec un relais sur les réseaux sociaux. Cette année, une cérémonie en présentiel, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'était en visio, il me semble, la cérémonie, oui, tout à fait. Forcément adaptée aux conditions sanitaires. On espère effectivement en présentiel en fonction des conditions sanitaires de ce qu'on pourra faire. Vous l'avez rappelé déjà, mais comment on candidate pour ce concours ? En ligne sur le site créatricesdavenir.com. C'est un formulaire à compléter et s'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à vous rapprocher des plateformes initiatives de votre territoire. Sur les Yvelines, il y en a 2, Initiative Saint-Quentin en Yvelines et Initiative Seine-Yvelines, et on est vraiment à votre disposition. Et on le rappelle, candidatures qui sont ouvertes jusqu'au 30 septembre prochain. Merci Céline Roux d'être venue en plateau. Et je rappelle que vous êtes la responsable d'Initiative 78. Toutes les informations, vous les avez vues s'afficher sur le site internet de Créatrices d'Avenir. Et dans un instant à suivre, le reportage avec Sophie Cluzel qui était en visite ce matin dans les Yvelines auprès de 2 unités qui travaillent avec des enfants en situation de handicap. Mais en attendant ce reportage, direction Versailles avec le quintuple champion du monde de natation Camille Lacour qui est venu donner une conférence auprès du réseau de dirigeants Yvelines Business Club. L'occasion pour lui de partager également son expérience de haut niveau et c'était au micro de Mickaël Elmidoro.
C'est l'un des plus beaux palmarès de la natation française. Camille Lacour était ce mardi 7 septembre au golfe de la Boulie à Versailles. Le sportif est venu partager son expérience auprès d'Yvelines Business Club, un réseau de dirigeants, un univers dans lequel il s'est plongé après sa retraite en 2017. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Je vais leur dire ce que moi j'ai fait de bien, ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que j'ai fait de moins bien et ce que j'aurais dû faire de bien. Et après, en essayant de leur donner des clés pour la gestion du stress, sur les objectifs, sur la compétitivité, et après à eux d'essayer de prendre quelques éléments pour essayer de les mettre dans leur entreprise. Pendant ce rendez-vous, le sportif de 2 mètres a raconté son parcours professionnel, ses exploits dans les différentes piscines du monde. La route a été belle, le chemin a été semé d'embûches, mais d'émotions extraordinaires, avec des gens extraordinaires, des coachs, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des kinés. Pour rencontrer l'ex-sportif de 36 ans, le repas affiche complet. J'avais entendu parler de ses performances et on le voit à la télé, mais sinon rien de plus. C'est une vraie découverte aujourd'hui. Camille Lacour, c'est un sportif exceptionnel, c'est quelqu'un qui a une aura sportive incroyable, tout le monde le connaît. C'est un champion du monde, c'est un champion olympique. Ça reste quand même une personne très connue mondialement. C'est un poisson dans les bassins et on a été nombreux à vibrer autour de ces différentes victoires. Camille Lacour a déjà annoncé vouloir revenir dans les Yvelines à titre privé, cette fois-ci pour jouer au golf. Dans un instant à suivre, je vous le disais, le reportage sur la secrétaire d'État Sophie Cluzel en charge du handicap qui s'est donc rendue ce matin dans 2 établissements des Yvelines. L'objectif, c'est de se rendre compte de ces dispositifs mis en place pour les enfants atteints de handicap. C'est un parcours qui est parfois compliqué aussi pour les parents et on me dit dans l'oreillette justement, c'est du direct, que le reportage est arrivé. On va le visionner, il est proposé par Célia Gatsongo de la rédaction de TV78. Ce père de famille a 2 enfants atteints du handicap de l'ataxie de Friedreich. Cette maladie neurodégénérative n'a pas été détectée tout de suite, ce qui a posé des problèmes dans la scolarité de leurs enfants au début. L'histoire a commencé avec des anomalies en dyspraxie. Il y a eu une espèce d'errance diagnostique au début. Des discussions, parce que donc ça a commencé avec Antoine qui était en 6e, des discussions avec la hiérarchie du collège. Finalement, ces 2 enfants ont pu passer leur scolarité dans des classes dites ordinaires. Christian Braillard, un peu plus tôt dans la journée, a évoqué toutes ces difficultés, notamment le non-remboursement des fauteuils de ses enfants auprès de la ministre en charge du handicap. Celle-ci s'est rendue ensuite dans les Yvelines, d'abord dans une unité d'enseignement externalisée dans l'école des Ménuls. Cette classe prend en charge des enfants ayant différents troubles. Ici, il y a une vraie politique d'école inclusive. C'est-à-dire qu'il y a une classe pour enfants qui ont des troubles autistiques et des troubles de comportement, des troubles des fonctions cognitives, totalement inclus dans cette classe ici, avec une volonté du maire, des élus ici présents, de l'Éducation nationale, de l'Agence régionale de santé, de l'association des tout-petits qui gère justement cet accompagnement, de faire une réalité de cette école inclusive. Dans cette classe, seulement 6 élèves et l'enseignante est présente seulement à mi-temps. L'objectif ici est donc d'ouvrir une seconde classe. La prise en charge des élèves atteints de handicap se fait jusqu'au lycée. Sophie Cluzel s'est donc rendue ensuite au lycée Jean Monnet à la Queue-les-Yvelines, dans une classe qui accueille des enfants en situation de handicap. L'équipe éducative a pu expliquer ce qu'elle a mis en place pour le bien-être des élèves. On a des élèves en situation de handicap qui font partie de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ces élèves viennent en cours et sont dans leur classe classique. Ils viennent, nous, à l'ULIS, pour revoir les cours, pour préparer les cours. Selon la ministre en charge du handicap, 100 000 enfants handicapés de plus sont scolarisés depuis 4 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain vendredi, même heure, place au 7-8 week-end, de l'actualité, mais aussi des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Le journal lui revient lundi et vous avez rendez-vous avec Justine Brasier. Belle soirée sur TV78.